Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est à 20h11. Henri Guénaud est déjà installé dans ce studio, essayiste et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va un peu parler de diplomatie parce qu'on a besoin de votre expertise. Je précise que Philippe Guibert et Raphaël Steinville se sont aussi installés. Et que nous aurons certainement des questions à vous poser, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'on sort d'une séquence qu'on a un peu bâchée. Rapidement, je m'explique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'actualité était très concentrée sur cette guerre qui a été intense pendant 12 jours. Et puis, le diplomatique l'a emporté. Mais où en est-on exactement aujourd'hui ? On a vraiment le sentiment, Henri Guénaud, et je parle sous votre contrôle, qu'on a un Donald Trump et l'ayatollah Khomeini qui se renvoient des missiles, mais par voie verbale. Où cela va-t-il aller ? La diplomatie joue-t-elle encore un rôle dans tout ça ? Qui a gagné finalement cette guerre, Henri Guénaud ? Alors je ne sais pas qui l'a gagné, d'abord parce que la guerre, au fond, n'est pas terminée. Les combats sont terminés, mais cette guerre va durer longtemps. L'histoire s'arrête pas aujourd'hui, donc on ne saura que avec le recul si quelqu'un a gagné. C'est tant est qu'il y ait eu un gagnant dans cette histoire. Cela dit, ce qu'on peut constater, c'est que Donald Trump a plutôt bien joué. Ah oui, voilà. C'est le retour de l'hyperpuissance américaine, non ? Je crois qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. On est toujours obnubilé par la personnalité de Donald Trump, son caractère à la fois très américain, je suis puissant donc je marche sur les pieds de tout le monde, c'est pas très grave. Sa personnalité un peu instable, qui a l'air en tout cas un peu instable. Mais il y a une vraie cohérence dans cette politique. La cohérence, c'est celle que ont appelé les électeurs qui l'ont élu. Voilà. Alors on peut être en désaccord sur tout ce qu'il fait. Il n'empêche que la lutte contre le wokisme, le désengagement, une forme de désengagement américain dans le monde, la lutte contre l'immigration, la réindustrialisation, plus de protection pour relocaliser des activités qui sont délocalisées à l'étranger. Tout ça, c'est exactement ce qu'il a promis à ses électeurs et ce pourquoi ces électeurs, ou l'Amérique qui a choisi Trump, l'a choisi. Et de ce point de vue, il est cohérent, il fait ce qu'il a dit. Le projet est cohérent. Après, la manière de faire, elle est parfois assez erratique, souvent trop brutale, ce qui oblige à quelques allers-retours. Mais derrière, il y a un vrai projet. Et il a sa façon après à lui de négocier, qui consiste à Henri, justement, taper du poing sur la table d'abord. L'intervention américaine aux côtés d'Israël pour aller frapper le régime d'Emola a été perçue et été d'une certaine manière comme une trahison par rapport à cette espérance de l'électeur américain des MAGA de voir l'Amérique se désengager de ces terrains étrangers lointains, ruineux pour l'économie américaine et coûteux aussi en hommes. Oui, alors ça n'a duré que le temps d'une frappe. En l'occurrence, ça n'a rien à voir avec l'engagement américain en Irak ou en Afghanistan. Il n'y a pas été question d'envoyer un seul soldat américain. On a envoyé quelques bombes. Alors c'est des bombes c'est très important comme acte de puissance, mais on peut pas dire que les États-Unis sont rentrés dans un conflit complètement dans un conflit armé qui allait les conduire très très loin dans une intervention extérieure. Et d'autre part, on pouvait dire cela le lendemain du bombardement. Aujourd'hui, c'est plus difficile à dire parce que aussitôt l'acte de bombardement achevé et qui a produit ses effets, Donald Trump a forcé la main à Israël et a suffisamment intimidé les Iraniens pour que un cessez-le-feu s'impose. Or, ce cessez-le-feu, il était rien moins qu'évident avant le bombardement américain. Et qu'est-ce qu'on a gagné, Henri Guénaud ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arsenal nucléaire de l'Iran est largement détruit. En revanche, ils ont toujours l'uranium enrichi. Ils s'en vantaient d'ailleurs. Donc en fait, on a mis une pause dans le processus. Alors, il n'avait pas d'arsenal nucléaire pour l'instant. Non, mais pas l'arsenal d'entreprise, d'uranium enrichi, pardon. Ouais. Alors, on ne sait pas très bien, il est sûr qu'il y a des dégâts, mais on ne sait pas très bien quelle est l'ampleur de ces dégâts. Les États-Unis ont dit qu'ils avaient tout détruit, il s'en est vanté, Donald Trump. Oui, mais bon, ça c'est... à la fois, j'allais dire, c'est de bonne guerre. Deuxièmement, c'est sa façon d'être.
Voilà, on a toujours, mais c'est pas le seul chef d'État que j'ai vu expliquer quand il avait gagné 10% de ce qu'il voulait qu'une grande victoire avait été acquise. Donc, voilà, je crois que pas la peine qu'on disserte pour savoir quel est le pourcentage de truc. Ce qui est certain, c'est que le potentiel à la fois matériel, en termes de matières premières, mais aussi de maîtrise technologique, de capital humain, est toujours là. Là, il faut le dire et le redire. L'Iran, ça n'est pas un pays en voie de développement, ça n'est pas un pays sous-développé scientifiquement, intellectuellement. C'est tout le contraire. Bon, et donc, comme tous les autres candidats à l'arme nucléaire, il est probable qu'un jour ou l'autre, sauf s'il n'y trouve plus aucun intérêt, un jour ou l'autre, l'Iran, quel que soit le régime qui gouvernera à ce moment-là, finira par avoir l'arme nucléaire. Et pourquoi ? Mais parce que, si vous voulez, tout le monde a compris que la seule garantie de ne pas se faire imposer de l'extérieur des décisions dont on ne veut pas, et de ne pas risquer d'être envahi, de voir le régime renversé par une force extérieure, c'était d'avoir la bombe atomique, enfin l'armement nucléaire. Et je veux dire que ce qui s'est passé là, quels que soient des résultats positifs à court terme, va dans le même sens. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris que avant d'avoir la bombe, on était très vulnérable. Une fois qu'on l'avait, là, les choses changeaient. Voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose. Enfin, la prolifération nucléaire, à mon sens, a un grand avenir, hélas, mais devant elle, dans le monde tel qu'il est en train de se morceler, avec un retour de tous les refoulés de 5 siècles d'histoire d'occidentalisation du monde et des nations, des peuples, des civilisations, des empires qui veulent retrouver leur place sur la scène internationale et qui savent que leur liberté de manœuvre et même leur liberté tout court dépend de leur capacité à maîtriser l'armement nucléaire. Voilà. Philippe Guibert. Je le trouve un tout petit peu trop généreux pour l'Iran et les régimes iraniens parce que ils ont quand même pris une décolletée, c'était le terme de Trump. Ils n'ont pas réussi à nuire profondément à Israël, même s'ils ont fait des dégâts. Mais compte tenu de ce qui a été redouté et de leur capacité balistique, ils n'ont pas fait très mal à Israël. Et tout de même, quand bien même tout n'a pas été détruit dans leur installation nucléaire, elle a été quand même bien abîmée. Et puis j'ajouterai un troisième point, c'est que le régime en tant que tel a perdu quand même un peu plus de sa légitimité. D'ailleurs, la Russie, qui est le grand allié de l'Iran, n'a pas beaucoup bougé pour défendre l'Iran. Donc, on ne sait pas qui a gagné, mais quand même, le régime iranien a perdu quand même dans cette affaire. Oui, mais vous pouvez perdre une bataille, même une guerre, et vous pouvez gagner la suivante. Ce que je veux dire, c'est que oui, l'Iran a pris des coups très sérieux maintenant, mais ça ne l'empêchera pas, dans la durée, de construire un jour un arsenal nucléaire. Avec ce régime-là, vous le pensez, Henri Guénaud ? Avec ce régime ou avec un autre, c'est inacceptable. Avec ce régime ou avec un autre. Mais ça finira, vous n'empêcherez. On peut pas empêcher les peuples, surtout encore une fois un peuple qui a tous les moyens, toutes les ressources en lui-même pour l'avoir. Bon, s'ils veulent vraiment l'avoir, ils s'enterreront un peu plus profond, ils s'iront un peu plus vite. Bon, mais un jour ou l'autre, l'Iran a la bombe atomique. Alors après, est-ce que le régime sera tombé d'ici là et on aura un régime moins dangereux? C'est possible, mais vous savez, ça c'est vrai partout. C'est vrai pour les mauvais régimes qui peuvent tomber, c'est vrai pour les bons régimes qui peuvent être remplacés par des mauvais. Voilà. Personne ne sait, par exemple, ce que seront les régimes en Europe dans 20 ans. Non, c'est sûr. Voilà, ça, c'est certain. Voilà. Mais moi, je me souviens, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je me souviens de la révolution iranienne. J'étais étudiant, j'écoutais avec ma petite radio dans ma chambre d'étudiant les développement de la révolution iranienne, mais c'est très intéressant quand même. Qui a amené le régime de Khomeini au pouvoir en Iran ? Qui, sinon, dans cette image extraordinaire de Carter, Callaghan, qui était le Premier ministre anglais à l'époque, de Schmitt, chancelier allemand, et de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, autour de la piscine, d'une piscine, je crois que c'était aux Bahamas, enfin, décidant que bon, allez, on allait lâcher le régime du Shah parce que, en gros, pas très respectueux, suffisamment respectueux des droits de l'homme, il était contesté, etc. Bon, voilà. Donc, très bien. On l'a lâché
totalement, hein, comme les Américains ont lâché Moubarak pendant les printemps arabes et même obligé l'armée égyptienne à le mettre dehors. Bon. Voilà, et puis tous nos intellectuels, ça on l'a dit et redit, mais ça mérite quand même d'être encore répété, qui trouvaient que c'était pas un dictateur, Khomeini, jamais il instaurait un régime autoritaire, encore moins totalitaire, et des gens dont le niveau intellectuel était très très élevé. Donc l'Occident a aussi fabriqué ce monstre. Voilà, et après quand on a eu le choix entre les communistes et les mollahs, on a choisi les mollahs. Choisi les mollahs. Je voudrais savoir juste qu'on revienne aussi sur le rôle de l'Europe dans cette guerre. On a parlé de négociations, on parle à voix notamment d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on s'est pas un peu ridiculisé? L'Europe était complètement exclue de cette séquence, on est bien d'accord. Comment ça se fait, ça, Henri Guénaud? Alors, d'abord je reviens un instant sur Trump qui poursuit son projet de façon encore une fois très cohérente. Des modalités qui sont un peu particulières, mais les modalités mises à part et le caractère mis à part, vous savez, quand on a vu Trump écraser Zelensky, il n'y a rien à envier à ce que Roosevelt a essayé de faire au général de Gaulle quand il a reçu Anfa au Maroc pour la première fois. Le but était de l'humilier, le but était de l'empêcher de venir au pouvoir au moment de la libération, parce que, disait-il, c'est un apprenti dictateur. Et ça, alors avec un autre style, beaucoup plus froid, beaucoup plus blanc, anglo-saxon, voilà, mais exactement le même attitude, c'est l'attitude des puissants, des super puissants. Voilà. Et bon. Et les Européens dans tout ça, Henri Guénaud, c'est la question. Les Européens, ils payent le prix. Ils payent le prix de tout ce qu'ils font depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, d'abord les Européens se sont, pour la plupart d'entre eux, grâce à Dieu et au général de Gaulle, la France a pu développer elle-même sa propre défense, et en particulier sa défense nucléaire. Mais pendant très longtemps, ils se sont dit c'est très commode, les Américains sont là, ils payent pour nous. Alors ils payent, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce sont les épargnants européens et les épargnants du reste du monde qui payent les ménages américains, qui sont tous endettés sur le reste du monde. Donc on contribue largement, on y contribue largement indirectement. Mais voilà, on n'avait pas d'effort à faire, ils allaient venir. Et c'est la grande sagesse du général de Gaulle en 66 que les autres n'ont pas voulu entendre et qui ne voulaient pas encore entendre dans les années 2000. Moi, je me souviens très bien des efforts qui ont été faits par Nicolas Sarkozy pour essayer de réveiller l'idée d'une défense européenne, pas forcément une défense intégrée, mais une défense qui s'éloigne prend un peu ses distances vis-à-vis des États-Unis. C'était impossible. Voilà, impossible. Donc, vous savez, un pays, les dirigeants d'aujourd'hui sont encore pires que ceux d'hier. C'est-à-dire, ceux d'hier ont commis beaucoup d'erreurs, ceux d'aujourd'hui n'ont plus aucune colonne vertébrale. Mais, si vous voulez, un pays, ça ne confie pas sa survie aux autres. Voilà, ça peut s'allier, ça peut passer des accords, ça ne confie jamais sa survie aux autres. Et c'est ce que fait l'Europe ce que font les pays européens depuis très longtemps. Voilà. Alors après, maintenant, on se trouve en face d'un choix. Est-ce qu'on va faire une armée intégrée, une industrie intégrée de défense, etc. Ou est-ce que chacun va faire des efforts pour lui-même et on va coopérer? Voilà, mais ce sont deux choix très différents. On voit bien que pour beaucoup de pays européens, l'idée de faire une défense intégrée et une industrie intégrée est assez séduisante, tout en continuant pendant longtemps à acheter les armements américains, ce qui est quand même un comble. Donc moi, et le président de la République, en continuant finalement à s'orienter dans cette voie et à peser pour cette voie de l'intégration, rend un très mauvais service à son propre pays, parce que j'y reviens. D'abord, personne ne sait qui sera au pouvoir dans les autres pays dans une vingtaine d'années, et d'autre part, nous fabriquons des avions. Nous pouvons faire des avions militaires, et des avions de chasse en particulier, tout seuls, et d'excellents. Voilà. Le problème après, c'est de les vendre. Alors pour les vendre, il faut d'abord tenir ses propres engagements. Si vous dites faites des nouveaux avions, vous dites ça à Dassault, vous dites j'en achète 100 j'achète les 100 premiers, et qu'à la fin vous dites non, finalement j'en achète que 50, le coût unitaire va pas être le même, et donc vous n'allez pas pouvoir le vendre non seulement à l'armée française au même prix, mais vous n'allez pas pouvoir le vendre aux autres pays. Donc on avait des chars, on savait très bien faire des chars, et de très bons chars. On a dit on va le faire avec les Allemands. Maintenant
maintenant, les chars, ils sont allemands. On avait des fusils à renouveler dans l'armée française. Au lieu d'acheter des fusils à nos entreprises, on a plein de petites entreprises très performantes qui ne demandaient qu'à grossir grâce au marché militaire français. Ben non, on est allé acheter des fusils allemands. Bon, donc tout ça, enfin la situation à laquelle on s'est retrouvé dans ce sommet, avec en étant humilié, parce que c'est une humiliation, on peut dire ce qu'on veut, mais qui n'est que le fruit de toutes nos erreurs. Elle a des racines profondes, et je pense que les pays européens n'ont jamais été aussi mal gouvernés depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était pas brillant avant, mais là, ça devient terrible. Et d'autre part, ils sont pas seulement mal gouvernés, ils n'ont tiré aucune leçon de toutes les erreurs qui ont été faites depuis des décennies. Voilà, aucune. Et ils sont tous en difficulté face à leur propre peuple, à leur propre électorat. Donc ils cherchent une légitimité, vous comprenez, ils cherchent une légitimité ailleurs, puisqu'ils n'arrivent pas à la trouver auprès de leurs propres concitoyens. Henri Guénaud, vous allez rester avec nous si vous le voulez bien. On va se retrouver dans un tout petit instant sur Europe 1. On va parler un petit peu de l'actualité à l'intérieur de nos frontières. On va parler dissolution. Marine Le Pen avait ce mot-là à la bouche. Elle y croit, la dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous vois déjà aussi de la tête. Il est 20h27 sur Europe 1. 21h, ou peut-être même 20h45. Ah bon, merci beaucoup. Il est 20h31 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Henri Guénaud est toujours dans ce studio, essayiste et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Merci d'être avec nous. Philippe Guibert, Raphaël Steinville également. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la politique en France. On a entendu Marine Le Pen qui a galvanisé ses troupes, qui a prononcé le mot de dissolution, qui demande à ses troupes de ne pas procrastiner, de se tenir prêts pour une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. C'est vrai que je crois qu'Emmanuel Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale à partir du 8 juillet. Le 8 juillet, c'est ça, hein. Le 8 juillet, c'est demain. Pourquoi Marine Le Pen subitement cherche-t-elle à se positionner, à galvaniser ses troupes? Ces troupes sont-elles en train de s'endormir, Henri Guénaud? Non, je pense qu'il y a un aspect dissuasion dans cette histoire rapport de force, c'est-à-dire c'est retenez-moi ou je fais un malheur. C'est si vous ne tenez pas compte de moi, bien voilà, je pourrais voter une motion de censure. La motion de censure signifie pas automatiquement que le président non, c'est pas obligatoire. C'est le président qui décide. L'Assemblée, c'est pas obligatoire. C'est le président qui décide. Il n'y aura pas tellement d'autres solutions. Après, il cherche un autre Premier ministre. Sébastien Lecornu. Encore un autre Premier ministre, mais il n'y a plus de candidat. Henri Guénaud, on a toujours. C'est possible. Qui sont toujours prêts. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, Raphaël Steinville. Oui, il y en a plein qui sont toujours prêts là. Oui, mais enfin, beaucoup de gens sont toujours prêts. Mais ça, voilà. Alors dissoudre, mon avis, ne changera pas beaucoup la physionomie de l'Assemblée. Ça sera même peut-être encore pire et encore plus ingouvernable. Donc voilà. Et le président qui a, à la suite d'un nouvel échec de la dissolution, pour trouver une majorité qui s'en irait, serait pas une très bonne idée non plus. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés par cette idée, dont sans doute le Rassemblement national et Madame Le Pen, mais c'est une mauvaise idée pour la France, pour les institutions d'abord, et deuxièmement parce que ça nous obligerait à faire des campagnes, une campagne présidentielle en un mois en gros, en pratique, voilà, même peut-être même pas. Donc ce serait encore un rendez-vous démocratique raté, et donc la fonction présidentielle serait affaiblie. Celui qui irait au pouvoir irait avec une légitimité totalement affaiblie. Donc quelle est la solution de sortie d'un point de blocage qui est évident, vers lequel on va de façon presque sûre? Dissolution ou pas dissolution, on n'arrivera pas à faire passer un budget. Macron a les cartons blancs. Mais on va tout droit à la crise politique. Quelle est la voie de sortie? Si vous dites... sortie, d'abord, c'est d'attendre les échéances. Voilà, sinon, on empire les choses. Enfin, les choses vont empirer. Oui. Mais il faut le savoir. Les Français ont voté, les partis ont fait leurs petites alliances dans leur coin. Très bien. Enfin, on est à la fin de la 4ème République, avec un bloc central qui se serre les coudes, et puis la majorité des électeurs qui est en dehors. Bon, voilà. Ben, à un moment donné, il faut en assumer les conséquences. Le président de la République en assume les conséquences en étant moins président. Enfin,
pouvoir, ayant moins de pouvoir que lorsqu'il a une majorité au Parlement, et même lorsqu'il en a pas, mais que sa minorité est suffisamment importante comme entre 2022 et 2024. Bon, et puis les partis et les électeurs, ils prennent la responsabilité. Mais si vous en sortez par la démission du président, ce qui est pas impossible, je ne dis pas du tout que ça ne va pas arriver, vous abîmez un peu plus les institutions, vous affaiblissez un peu plus la fonction présidentielle, et surtout, vous avez un rendez-vous démocratique raté, parce que non, on ne pourra pas débattre en un mois des énormes problèmes qui se posent à la France. Donc c'est encore les partis en place qui vont régler le jeu et le mais vous répondez pas à la question, comment on fait pour sortir de la crise qui est évidente. On n'arrivera pas à faire un budget avec 40 milliards d'économies. Il n'y a aucune majorité pour voter ça. Tant mieux, alors je vais vous dire tant mieux, moi je le voterai pas. Même 30. Voilà, même c'est pas un problème, c'est prendre le problème comme ça est une impasse. Et l'impasse, elle ne se trouve pas au Parlement, je vais vous dire, elle se trouve dans le pays. C'est-à-dire quand vous allez demander aux gens de faire 40 milliards d'efforts, non, mais c'est pas possible, ça. Voilà, alors ça c'est pas possible. On va pas faire de prélèvement, mais la plupart des décisions qu'on voit qui tournent en boucle seront des décisions qui seront l'équivalent de prélèvement. Si vous déremboursez les médicaments, pardon, mais c'est un impôt sur les malades. Si vous désindexez les retraites, c'est un impôt sur les retraités. Voilà, tout ça. On a beau appeler ça des dépenses fiscales, vous supprimez une niche fiscale, c'est un impôt de plus. Voilà, donc de toute façon, vous allez faire payer les gens. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on est encore en train de reposer le problème des finances publiques de la même façon dont on pose ce problème depuis 40 ans, qui nous a conduit là. Se poser, Henri? Eh bien, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que les finances publiques, c'est la conséquence de tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est la conséquence des dysfonctionnements de la société, de l'économie, de la suradministration. Oui, mais de tout, ça c'est dans l'État. Mais il faut poser le problème de façon macroéconomique et comprendre que si vous voulez rétablir si vous voulez procéder à l'assainissement de la situation, l'assainissement économique de la situation, en vous attaquant uniquement à la question des finances publiques, vous allez mettre encore plus de désordre dans l'économie, encore plus de désordre dans la société, et que donc ce désordre va vous occasionner moins de recettes et plus de dépenses. Et ça fait 40 ans que ça dure. Voilà. C'est-à-dire que la causalité, elle est inverse. Les problèmes, c'est comme le problème des retraites, ce sont des problèmes macroéconomiques, pas le problème des comptes de l'État, des comptes des collectivités, des comptes du système de retraite. C'est global. Est-ce que nous dégageons les ressources nécessaires pour nous payer la protection sociale que nous voulons, la santé que nous voulons, l'éducation que nous voulons, voilà, ou l'armée dont nous avons besoin. Voilà. Et la question, elle est là. Il faut toujours penser quand on fait une politique que la politique elle doit être d'abord une politique économique et pas une politique comptable, pas une politique des comptes de l'État ou de la sécurité sociale, une politique économique, et cette politique économique elle ne peut jamais être séparée de la question de la production de richesse. Voilà, si vous mettez pas d'argent dans l'éducation nationale parce que vous dites j'en ai pas. Bon, très bien, vous abîmez le potentiel de croissance, surtout vu la situation dans laquelle se trouve l'éducation nationale. Alors ça va prendre du temps pour produire ses effets, ça en produit déjà beaucoup. Et puis si vous abîmez le potentiel de croissance, vous abîmez les recettes et vous allez avoir plus de dépenses parce que vous aurez plus de délinquance, plus de victimes de l'exclusion, de gens qui ne sauront pas travailler, qui pourront à traiter. Donc vous allez dépenser plus et vous allez récupérer moins. Et c'est un cercle vicieux qui vous conduit à l'appauvrissement permanent. Donc, est-ce qu'on change de perspective? Est-ce qu'on réfléchit un instant à ce que nous faisons et qui nous a conduit dans la situation où nous sommes? Oui ou non? Comment on relance la production de richesse? Mais par tous les moyens, c'est-à-dire que la production de richesse, si vous laissez l'école dans cet état, l'école, c'est fini. Voilà. Si vous laissez la santé dans cet état, c'est fini. Parce qu'un peuple malade, un peuple qui se sent pas bien sa peau, il produit pas bien. Voilà. Un peuple qui n'est pas éduqué, il produit pas bien non plus. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est comme l'armée, c'est-à-dire, des dépenses de défense, oui, il faut les augmenter. Alors, on pourrait laisser tomber cette imbécilité, là, du ratio entre le PIB et la dépense de défense. Imaginez, le PIB baisse, la dépense de défense augmente. En PIB, en ratio, hein. Bon. Le PIB augmente, la dépense de défense diminue. Bon. Et ça veut dire quoi? Rien du tout, c'est la même chose que les 3%, les 3% ou les ratios d'endettement, tout ça n'a en fait aucun sens. Bon, la question est quelle armée je veux ou dont j'ai besoin, et après comment je cherche les moyens et surtout comment je fais pour que mes dépenses de défense produisent de la richesse.
ce que les Américains savent très bien faire, hein, c'est que nous ne faisons jamais. C'est la question que nous ne nous posons jamais. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, il faut remettre de l'ordre dans la société, remettre de l'ordre dans l'économie. Voilà la clé. La clé. C'est pas facile. Hein. C'est moins facile que de dire je coupe une ligne budgétaire et puis voilà, j'ai fait une économie. On a supprimé le service militaire. On s'est dit on a fait une ligne de moins dans le budget. Regardez les économies. Mais est-ce que quelqu'un a réfléchi un instant à ce que ça nous avait coûté en désintégration sociale ? Est-ce que quelqu'un y a réfléchi ? Est-ce que quelqu'un pense qu'on peut assumer, on peut se défendre, on peut avoir la volonté de se défendre et se défendre efficacement dans une société fracturée comme la nôtre ? Voilà, où il n'y a plus de volonté de se défendre parce qu'il y a tout simplement plus d'esprit national, parce que voilà, mais évidemment c'est plus difficile de faire un projet politique sur la remise en ordre de l'économie et de la société que de faire un projet politique sur voilà, vous allez voir, alors je coupe telle ligne, c'est mais tout le monde fait ça des fois électoral, comme si d'ailleurs l'histoire s'arrêtait au 31 décembre. Hein. Alors je vais voir je me fixe un objectif de déficit 31 décembre. Qui peut incarner ce changement ? Vous ? Oh ben moi j'aimerais bien, oui, mais mais il faut que les conditions soient réunies aussi. Ça sert à rien d'aller faire le pitre parmi les clowns. Bruno Retailleau, non. Mais quand on a renoncé à notre monnaie, quand on a renoncé ou qu'on a délégué un certain nombre de nos pouvoirs à l'Europe, est-ce que ce que vous préconisez est encore possible dans la société ? Alors, d'abord, la monnaie, je regrette absolument qu'on l'ait fait. Ma première campagne de ma vie, c'était Maastricht, et je regrette qu'à si peu on ait raté. Bon, on est manqué de l'objectif. Les Français payent le prix de ce qu'ils ont choisi de faire à l'époque. Maintenant, il n'est pas pensable de sortir à froid de l'euro. Voilà, c'est le coût en serait, enfin le risque est que le coût en soit exorbitant. Voilà, parce que on casserait la deuxième monnaie du monde et que personne ne sait ce que ça donnerait sur la globalisation financière. Je pense que là, on ferait souffrir beaucoup trop de gens. Je pense qu'un jour il explosera, mais prendre la responsabilité morale à froid de dire je casse tout ça est à mon avis quelque chose qui en tout cas moralement n'est pas supportable. Mais il y a bien d'autres choses à faire. L'euro il est là, bon, très bien. Par exemple, changer la hiérarchie des normes, ça c'est à notre portée, ça ne dépend que de notre volonté de changer la Constitution, de la changer par l'article 11 et pas par l'article 89, voilà, contre tous les politiciens, contre les juridictions. Très bien, c'est faire ce qu'a fait De Gaulle en 62, c'est-à-dire venir devant les Français et dire voilà, ça peut pas continuer comme ça, parce que la hiérarchie actuelle des normes, c'est-à-dire la place de la loi par rapport aux conventions internationales, aux directives européennes, aux traités, etc., elle n'est plus tenable, puisque ça n'est plus le législateur qui décide, dans la plupart des domaines, c'est le juge, en fonction de cette hiérarchie des normes. Il peut écarter la loi française quand ça lui veut. Moi, j'avais dit il y a 2 ans que la loi immigration ne servirait à rien et que tout le monde le savait, parce que dans ce domaine aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est la structure de notre système juridique, c'est pas le législateur qui décide pour l'essentiel, c'est le juge. Bon, si vous voulez changer ça, il faut changer la hiérarchie de normes. Si vous voulez pouvoir transgresser les règles absurdes de la concurrence européenne, il faut changer la hiérarchie des normes. Mais voilà, c'est un combat politique préalable à tout le reste qui est considérable. Est-ce que quelqu'un aura le courage ? Alors, Bruno Retailleau, tout le monde ne croyez pas ? Bruno Retailleau. Comment ? Bruno Retailleau. Ah, moi je l'ai pas entendu parler de ça. Voilà. Alors, si on évoque vaguement, on dit bah oui, il faut changer, mais qui va avoir le courage, parce que la seule façon d'y arriver, c'est l'article 11. L'article 11, on déclarera que c'est pas constitutionnel, comme si De Gaulle l'avait pas fait en 1962. On répond en général, ah bah oui, mais n'est pas De Gaulle qui veut, c'est un argument juridique absolument convaincant, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, il faut faire la même chose, voilà, mais c'est un énorme mur politique, et il faut être clair sur l'enjeu, il faut être clair pour soi-même. Hein, c'est-à-dire qu'il faut y avoir réfléchi, et il faut en être convaincu, et il faut être prêt à partir, à quitter son poste si le résultat du référendum est négatif. Moi, je suis pas pour qu'on dramatise tous les référendums. Je pense qu'il faut en faire beaucoup et pas tout dramatiser. Mais ça, c'en est un. Parce que là, on est au nœud de la crise démocratique, de la crise politique, de la crise de la responsabilité politique. Il faut que demain, on ait exactement ce qu'on avait, ce qui était l'état du droit jusqu'en 89 pour le Conseil d'État et jusqu'en 75 pour la Cour de cassation, avec la même Constitution, le même article 55 de la Constitution qui dit traités sont supérieurs à la loi, où le juge disait le traité est supérieur à la loi quand il est postérieur à la loi, et la loi est supérieure au traité quand elle est postérieure au traité. Voilà. Et parce que c'est la dernière expression de la volonté du législateur, ce qui est le moindre des choses dans une démocratie. Bon, c'est ça qu'il faut rétablir. Techniquement, ça prend une ligne dans l'article 55, peut-être dans l'article 88.1, une ligne sous réserve des dispositions de l'article 55, et puis voilà. Mais c'est un énorme combat politique.
Voilà, alors ça ne fait pas une politique, mais ça fait les conditions d'une politique. Merci infiniment Henri Guénaud d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1.